BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande tribune de ce vendredi. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes en train d'analyser les questions d'actualité. Nous allons nous étendre sur la question de la partie est de la RDC qui est victime d'agression de la part de nos voisins du Rwanda notamment. On va essayer d'analyser cette question. On va aussi essayer de comprendre les propositions des différents chef d'État et gouvernement. Vous avez suivi le président Macron qui a fait également ses propositions. On va analyser ses propositions également. Martin Fayulu en interne qui s'est aussi prononcé, c'était le mercredi dernier. Voilà, où va-t-on dans cette crise? Est-ce que on espère que nous allons nous en sortir en tant que République? Voilà. La thématique principale, monsieur Luc Malembe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Monsieur Charles Kinkankou, journaliste et analyste politique, merci. Merci beaucoup. De répondre à notre invitation. Monsieur Ochudi Francis, bonjour et merci aussi d'être avec nous ce matin. Merci, cher Dan. Voilà, la question reste dominée par la partie est de la République démocratique du Congo. Bien avant d'analyser cette question qui est la thématique principale, est-ce que vous avez un biscuit avant de commencer? Bon, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je salue le frère avec qui on va partager, je crois, de manière sereine ces plateaux. Mais avant tout, je voudrais ici féliciter les confrères qui ont été nommés par ordonnance présidentielle, notamment ceux qui se retrouvent sur la liste de la RTNT et ceux qui sont au niveau du CESAC. Je leur dis félicitations, je leur présente mes félicitations, mais aussi leur demander de faire le travail comme il faut, parce que à un certain moment, on avait besoin d'une nouvelle énergie au sein de certaines institutions, surtout pour ce qui est des institutions qui régissent notre métier de journaliste. Je crois qu'il est temps et il est très important qu'ils s'y mettent pour quand même changer certaines choses qui ne marchent pas au niveau de la corporation. Merci beaucoup Francis Ochudi, monsieur Malembe. Un biscuit, une question qui vous tient à cœur? Bon, comme le frère, il faut féliciter les gens qui ont été nommés, notamment les DG de Congo Base,
Christian Bossembe. Merci beaucoup de sa part. Ouais, bien que, à mon avis, il méritait mieux que ça. Sincèrement, je pense pas que c'est ça qui... je vois pas qu'est-ce qu'il... Le connaissant de ses qualités, je crois pas qu'il aura quelque chose d'important à faire là-bas. Moi, je le voulais plutôt, si ça dépendait de moi, ailleurs. Mais comme disait notre ami, si vous regardez la plupart d'autres personnes qui ont été nommées, notamment les journalistes et autres acteurs politiques du régime, ils l'ont été simplement parce qu'ils passent la journée à faire l'éloge du régime. Et ça, c'est pas un critère pour attendre quelqu'un. Donc, à mon avis... Je ne sais pas si j'ai déjà suivi madame, l'actuelle DG de la RTNC, madame Sylvie Elengue, faire des loges. Non, je ne dis pas que tous, mais je dis certains. Le DGA... Ouais, mais il y en a, si vous voulez, mais je ne vais pas, moi, je suis pas venu citer des noms des gens, mais il y en a en tout cas que je connais qui ne sont là, qui passent leur journée à faire l'éloge. Sans autre qualité assez beaucoup plus objective. Donc, on ne peut pas malheureusement attendre quelque chose d'important de ce genre de personnes. Le simple fait d'avoir fait l'éloge du régime ne signifie pas nécessairement qu'on va faire un bon travail. Donc, mais pour le reste, je crois qu'on va essayer de parler des choses qui importent le plus ceux qui nous suivent, notamment la gravité de la situation à l'est du pays. D'accord. Monsieur Charles Akinkankou, est-ce que vous avez également un sujet? Pas du tout. Voilà, il y a 24 mandataires. Est-ce qu'on va les gens se posent des questions aussi sur les profils de ceux qui ont été nommés notamment? Est-ce que vous pensez que c'est plus ou moins judicieux? Le choix a été bien fait? Est-ce qu'il y a à revoir, il y a à refaire sur les 24, dans les 24 entreprises de l'État? Bon, il faut tout de même dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont quand même passées au moment de ces nominations. Je ne voudrais pas prendre toutes les entreprises qui ont été quand même visées par ces nominations. Mais bon, je me dis, par rapport aux formations politiques qui ont délégué le leur, en ce qui concerne ces nominations, il y a à boire et à manger. Par exemple, lorsque vous suivez sur la liste, bon, je ne suis pas venu parler de personnes d'individus ici, mais je prends seulement un exemple de la liste de l'AFTC, du président du Sénat. Quand vous faites la lecture, je me dis, bon, est-ce que nous qui sommes encore jeunes, nous qui avions encore de l'énergie positive à apporter pour qu'il y ait quand même les changements dont on espère dans ces pays, quelle est notre place dans la formation politique lorsque nous constatons que jusqu'à aujourd'hui, les gens, le leader politique, le président des regroupements politiques continuent à nommer leurs cousins, leurs fiancés, leurs petites sœurs, leurs fils, dans leurs tantes, mais il y a de jeunes intelligents, capables d'apporter du changement dans le fonctionnement des institutions de ce pays, mais on s'hasarde toujours à nommer leurs proches, leurs femmes, leurs filles. Mais à ma place, j'allais quand même aller trop loin pour demander aux jeunes comme moi qui sont dans le parti politique. Okay. De se retirer carrément. Vous avez fait 5 ans, 10 ans. Écoutez, la jeunesse, quand vous avez plus de... Je me dis, vous avez 40 ans, 45 ans, mais on vous dit, la jeunesse reste toujours l'avenir de demain. Et à l'entretemps, on nomme le cousin. Vous là, vous attendez 60 ans pour qu'on vous nomme, qu'on vous donne des postes de responsabilité dans ce pays. D'accord. Et donc c'est regrettable. Je prends encore un exemple à la NAPI, où vous trouverez qu'il y a un DGA qui, je me dis, lui-même il ne maîtrise aucune langue, à part, en tout cas il parle bien l'anglais. Le français c'est encore un problème, mais c'est une langue administrative. Les lingala c'est encore un problème, je ne sais pas. Il est congolais parce que des nationalités. Mais est-ce qu'il n'y a pas de Congolais qui vivent la situation précaire, médiocre de ces pays, qui méritent à ces postes-là
que de nous prendre des gens dont on n'a pas assez de maîtrise sur leur parcours. D'accord. Donc c'est un problème et qu'il faudrait le régler. D'accord. Merci. Le Merci frère, beaucoup. donc une minute, le frère a parlé justement S'il vous plaît, de récompenses. On doit évoluer. Vous allez voir que pour la plupart, ce sont des chantres. Merci beaucoup, Francis Ochoudi. On va lancer le sujet de ce matin. Agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Que faire pour juguler la crise? Voilà, monsieur Luc Malembe, je vous donne la parole, vous le premier. Vous avez parlé, votre président a parlé, Martin Fayulu, vous avez fait des propositions. Donnez-nous quelques détails par rapport à ces propositions. Très bien, merci beaucoup. C'est que pour notre camp politique, il faut rappeler à la population congolaise comment on en est arrivé encore à cette situation dramatique ici. Parce qu'on nous dit non, dans une situation comme ça, on doit s'unir. Oui, on ne refuse pas. Mais avant de s'unir, on va d'abord dire comment on en est arrivé là. Est-ce que ce régime, lorsqu'il est venu, il a trouvé le M23 en train d'opérer? Est-ce qu'il a trouvé Rutshuru, Bunagana, Kiwanja, Rumangabo, comment dire, tout ça occupé? Non. Comment on en est arrivé là? Prenons, lorsqu'on va à Genève, en 2018, le peuple congolais a demandé aux leaders de l'opposition de l'époque de se réunir et de sortir un seul candidat pour battre le candidat de M. Kabila que notre population ne voulait plus voir. Nous sommes allés à Genève, les gens ont voté de manière... Emmanuel Shadari. Non, je dis à Genève. Candidat de Kabila. Voilà, il fallait les battre absolument. Nous sommes allés à Genève, les gens ont voté, 7 leaders ont voté en âme et conscience. Martin Fayulu, candidat commun de l'opposition. Demain matin, deux personnes se retirent. Ils vont à Nairobi, parce que si vous voulez comprendre cette carte ici, il faut remonter là-bas. Ils vont à Nairobi, ils créent ce qu'ils ont appelé CASH. N'est-ce pas? Cap pour le changement. Il se désigne l'un candidat président, l'autre, c'est pas l'autre mandat. Mais en tout cas, tout ça a été parrainé par le Kenya. En contrepartie de quoi? Apparemment, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous vous rappelez que lorsque M. Tshisekedi prête serment, il y avait un seul chef d'État qui était là. C'est Uhuru Kenyatta, du Kenya. Est-ce que c'était ça, la contrepartie pour qu'on amène notre pays dans ces histoires de EAC, dans cette communauté... Des États. Non, pour nous, c'est une communauté des agresseurs de notre pays. Toutes les armées qu'il y a là-bas, ce sont des agresseurs. L'armée ougandaise a tué à Kisangani. Elle est condamnée par la Cour internationale de justice. Elle est même en train de payer. Comment on peut recourir à une telle armée qui est condamnée par une justice internationale, la même UPDF? Elle est chez nous aujourd'hui. Nous voyons les Kenyans arriver. Les Kenyans, par exemple, on demande à M. Tshisekedi, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, sur RFI et France 24. À cette époque, c'est Bunagana qui était occupé. Quand est-ce qu'on va récupérer Bunagana? Il dit c'est l'armée kenyane qui va le faire. D'ailleurs, elle va entrer par Bunagana. Est-ce qu'elle est entrée par Bunagana? Qu'est-ce qui l'a empêché même maintenant de rentrer par Bunagana? Elle est venue entrer par Goma. Et quand elle arrive, elle dit... de savoir quelles sont les propositions. Non, donc le problème, c'est que le pouvoir actuel est parti d'une tricherie et d'une complicité que nous, avec des agresseurs actuels. Vous comprenez? C'est ça notre carte. C'est que M. Tshisekedi, pour accéder au pouvoir, a dû signer n'importe quoi avec des agresseurs et nous voilà aujourd'hui. Là, vous l'avez toujours dit. Je suis dans votre point de presse. Ok, il faut toujours les rappeler. Maintenant, le point de presse a signifié. Le président Fayulu a accusé M. Tshisekedi de haute trahison. Haute trahison à notre pays. Comment? Pour avoir fait quoi? Exactement parce que le simple fait d'avoir amené notre pays dans ces histoires de EAC, le fait d'avoir fait venir les M23 ici, nous sommes encore en 2019. M. Tshisekedi accède au pouvoir. Déjà, le M23 dit qu'ils ont fait 14 mois ici, dans des hôtels payés par le régime. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Nous avons lu, comme je vous ai dit l'autre fois, la lettre de Claude Balonki. Ce n'est pas le moment Balonki de faire bloc derrière Tshisekedi pour défendre l'État qui est non, agressé. Nous n'allons pas rentrer dans la compromission. Est-ce que vous ne jouez pas le jeu de l'ennemi? Non, pour nous, cette guerre est artificielle. C'est une guerre créée par Tshisekedi et ses amis, M. Kagame
et Kenyatta et tout ça, les Museveni, pour des raisons électoralistes. Mais c'est dans il y a un piège ici. Est-ce que vous voyez que même Tshisekedi lui-même ne prend pas ça au sérieux? Est-ce que vous savez que depuis 5 mois, notre pays est agressé? Vous avez déjà vu Tshisekedi à Goma? Ne serait-ce que pour réconforter l'armée. Mais il a le temps d'aller, c'est pas où, à Londres, en Tanzanie, il était au Ghana, il a tout le temps. Ici, là, à Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait? Qui a besoin de Tshisekedi ici à Kinshasa? Il est toujours terré ici. Qu'est-ce qu'il fait? Sa place devait être à Goma. D'accord. En train de terminer ce que lui-même a commencé. Il est toujours ici. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? C'est pour ça que nous sentons que, apparemment, M. Tshisekedi sait ce qui se passe. Okay. Il sait que c'est un théâtre qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour des raisons électoralistes, je vous rappelle. Et je termine par là. Tshisekedi sait qu'il n'a aucun bilan à présenter. En quoi cette guerre peut-elle être favorable? C'est ce que je vous explique. Il sait qu'il n'a aucun bilan à présenter. Il a peur des élections. Est-ce que ça, ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces par Tshisekedi, Kagame, Museveni, Kenyatta et tout le monde pour qu'on simule une guerre qu'ils vont eux-mêmes gagner, on ne sait pas par quelle magie, et ça devient un argument électoral. Et nous, on ne veut pas tomber dans ce piège-là. Monsieur Charles Kinkankou, je vous passe la parole pour avoir votre point de vue sur cette question. J'ai posé la question à votre co-débatteur. Quelles sont les propositions qui peuvent nous aider à sortir de cette situation? Mais il a exposé la proposition de Fayoulou, qui est, pour lui, cette guerre est une invention de Tshisekedi, de Kagame et des présidents de l'Afrique de l'Est pour des fins électoralistes. Je ne sais pas comment vous pouvez, comment vous trouvez ce point de vue de Fayoulou. Bon, vous avez tous tout de suite compris qu'il n'a pas répondu à la question. On peut être d'accord au moins là-dessus. Oui. Il n'a pas répondu à la question parce que vous avez voulu que l'on fasse des propositions. Exact. Mais il ne vous a pas rencontré là-dessus. Donc, moi, je pense que il n'est pas ici le moment de nous rentrer dedans. C'est vraiment de l'immaturité. Et si c'est ça ce que nous continuerons à avoir comme classe politique dans ce pays, et ça sera vraiment une très grande déception pour la jeunesse congolaise, parce que nous avons été déçus par ceux qui nous ont précédés depuis 60. La République démocratique du Congo est aujourd'hui la risée du monde à cause des successions, des échecs et de l'irresponsabilité des acteurs politiques. Et si nous continuons, si les jeunes peuvent ne pas privilégier les intérêts supérieurs de la République pour se laisser emporter par des états d'âme, de ceux qui essaient de les conduire comme des moutons de panurge. Permettez-moi de vous revenir. Ça ne pourra jamais nous amener à... Nous sommes en 2012. En 2012, on vit presque la même situation. L'M23 approche et plusieurs localités sont occupées. Et il y a une troupe qui est bien conduite par un général, Mamadou Ndala, qui vraiment fait des exploits là-bas. Et ici, à Kinshasa, on entendait comme quoi que le pouvoir serait de mèche avec les rebelles pour des fins inavouées. Apparemment, ce discours que reprend les idées, c'est un discours que nous avons entendu en 2012. Mais c'est ça de l'irresponsabilité. De la part de l'UDPS à l'époque. Mais c'est ça de l'irresponsabilité. L'UDPS a commis beaucoup d'erreurs dans ce pays. Beaucoup d'erreurs politiques. L'UDPS a commis beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, nous, dans une certaine naïveté, on croyait que c'est Kabila qui était à la base de toutes les exactions que nous voyons à l'est de la République. L'insécurité que l'on connaissait, on était vraiment convaincus que Kabila était complice dans tout cela. Ça, c'était une évidence pour tous les Congolais. Voilà. Pourquoi les discours qui étaient tenus, c'était un Rwandais, des pères et de mères. Et patati patata, tout le monde croyait que c'est Kabila qui était responsable. Mais moi, j'étais de ceux-là qui
qui ne pouvait jamais imaginer qu'un président de la République, qu'il était, pouvait accepter à ce que son peuple soit égorgé comme ça, et même lorsqu'il s'est déplacé sur place, arrivé à Béni, au lendemain de son départ, on tuait, on égorgeait. Moi, je ne pouvais jamais croire que Kabila pouvait tirer des dividendes politiques dans une telle situation. Je le disais à l'époque. Et l'opposition d'alors continuait à charger Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir. Oui, mais je parle bien de l'opposition. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir. Il fait face aux réalités dures, à ces complots internationaux contre la République démocratique du Congo. Parce que qu'est-ce que Kagame ou Museveni peuvent gagner en voyant une RDC stable, prospère, qui se développe? Ils gagneront quoi? Ce sont des gens qui tirent profit dans cet état d'insécurité. Ils tirent véritablement profit de cela. Donc, ils ne peuvent jamais être d'accord de voir le Congo totalement pacifié. Même si aujourd'hui, on ne nomme pas l'Ouganda, mais l'Ouganda, c'est l'Ouganda et le Rwanda qui nous agressent aujourd'hui. C'est clair. C'est très très clair. La société civile à Bunagana, un peu partout. Et Bunagana, c'est à quelques kilomètres de l'Ouganda. Pourquoi l'armée ougandaise, qui est aujourd'hui à côté des FARDC, ne peut pas aller entrer, si l'Ouganda veut nous aider, ne peut pas aller attaquer les M23. Donc, nous avons affaire là à un complot. Ce n'est pas un problème de Tshisekedi. Si on continue à croire que c'est Tshisekedi qui est responsable, on commettra les mêmes erreurs qu'on avait commis hier en pointant du nom Kabila. Et celui qui viendra après Tshisekedi, il trouvera ces mêmes problèmes-là sur la table. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Charles Kinkankou. Je donne la parole cette fois-ci à M. Otchoudi. Quel est votre... Bon, avant de faire des propositions, comment comprenez-vous la proposition du Fayoulou? Merci beaucoup, cher Dan. Vous savez, nous, en tant que journalistes, ce qui nous différencie des acteurs politiques, c'est les contrats que nous avons, les contrats sociaux que nous avons avec le peuple. Les politiques, vous avez posé la question à mon frère sur les propositions. En tout cas, je n'ai pas suivi Martin Fayoul en train de proposer quelque chose pour que finalement on mette fin à ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais plutôt, Martin Fayoulou, tout ce qu'il a fait, c'est de crucifier Tshisekedi. On l'a dit ici, c'est à peu près l'histoire du Kabila. La bête noire. Aujourd'hui, je suis d'accord, la bête noire, c'est Tshisekedi. Mais demain, on ne sait pas qui... Alors, qui sera la bête noire demain? Et au regard des nominations, de toutes tout ce qu'on peut dire sur Tshisekedi, Kabila, l'autre qui viendra demain, est-ce qu'on se pose finalement la question de savoir qu'est-ce que notre pays gagne? Et pourtant, on est devant un fait. Le fait, c'est quoi? C'est que notre pays est agressé et une grande partie de notre pays est sous occupation du Rwanda, sous couvert du M23. Alors moi, j'aurais voulu, à la place des accusations de haute trahison, j'aurais voulu que Martin Fayoul nous demande, nous en tant que Congolais, qu'il nous montre le chemin à suivre pour effectivement mettre fin à ce qui se passe à l'Est. C'est tout ce que j'attendais. Malheureusement, et vous avez une preuve sur ce plateau, notre frère, qui n'arrive pas exactement à vous dire ce que Martin Fayoulou a proposé. Et ça, c'est un problème. On ne doit pas toujours être là à faire
une opposition, t'étais du radicalisme superlatif. Est-ce qu'on va se sans proposer de choses, de pistes, de solutions, pour qu'enfin on trouve solution. Vous avez suivi la porte-parole adjointe du président qui dit que Fayoulou joue finalement les jeux de l'ennemi. Par cette déclaration, il est en train de jouer les jeux de l'ennemi. Avant de répondre justement à cette insiste-là, vous avez suivi le chômeur de la République, Joseph Olinga Koy, qui a sauté sur l'occasion pour finalement se trouver du travail. Il a dit qu'il est allé rencontrer Martin Fayoulou. S'il vous plaît. Et que Fayoulou... Un peu d'élégance pour... Bon, à ma place, vous auriez voulu que je dise quoi? Non, vous avez dit chômeur de la République. Mais il a du boulot. Dites le président du conseil. Mais vous ne répondez pas, vous voulez m'arrêter, je suis en train d'avancer, frère. Président du CENSA. Non, mais laissez-moi aller. Il est président du CENSA, il fait quoi là-bas? Une institution vidée de sens, de tout le contenu, mais on bénéficie quand même de l'argent. C'est pas ça le problème. On parle de l'essentiel de l'agression de notre pays, chers confrères. Alors, il a dit que Martin Fayoulou aurait accepté de rencontrer Tshisekedi, président de la République, pour discuter. Bon, je me dis discuter autour de quoi? Qu'est-ce que Fayoulou a à dire à Tshisekedi qui n'a pas dit à travers ses points de presse? Il a clairement fait preuve de son radicalisme en foulant au pied les intérêts généraux, l'intérêt supérieur du pays. Il a foulé au pied l'intérêt supérieur. Mais carrément, parce qu'à ce moment ici, on n'a pas besoin que Fayoulou joue au populisme en tant qu'acteur politique, en tant qu'opposant. À ce moment ici, on a besoin. Vous savez qu'il y a, pour la plupart de mes sorties médiatiques, vous le savez, je n'ai toujours pas été d'accord avec la façon de faire de Félix Tshisekedi. Mais quand il s'agit du pays, parce qu'aujourd'hui Fayoulou est opposé, il est à Faden House, tout simplement parce que Kinshasa n'est pas occupé par le Rwanda. Vous pensez aujourd'hui que le Rwanda arrive à Kinshasa et on prend Kinshasa. Fayoulou va aller tenir ses points de presse où? Et donc à un certain moment, lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur du pays, on doit apprendre à se surpasser, donner des propositions claires. Très bien. Qui peuvent mettre tout le monde d'accord et on cherche comment avancer. Merci beaucoup, Monsieur Francis Ochoudi. Monsieur Malembe, vous êtes de l'ECD. Quand vous dites que, je vais lire une partie du discours de Fayoulou, hein, avant, parce que tout ce que j'ai lu, je n'ai vu aucune proposition, malheureusement. Dans tout ce que j'ai lu. Vous n'avez pas besoin de lire. Vous n'avez pas besoin de lire. Nous allons expliquer ça. En quoi cette sortie médiatique aide-t-elle la République dans ce moment? Très bien. Je crois qu'ici, nous parlons presque le même langage, mais en des termes différents. Tout le monde est d'accord ici que, par exemple, l'UDPS ne peut pas nous donner des leçons en cette matière. Nous ne voulons pas recevoir des leçons de l'UDPS qui, comme tout le monde l'a reconnu ici, elle-même hier à l'opposition a fait la même chose. Vous étiez dans l'opposition aussi hier. Quand Kabila faisait sa guerre avec vous l'aviez dit aussi hier. Personne ne l'a soutenu. En tout cas, pas l'UDPS. Surtout pas. Voilà. Décider non plus. Je suis clair. Donc nous ne voulons pas recevoir des leçons de ce que les gens eux-mêmes n'ont pas fait hier. Deuxième chose, c'est que mon ami, mon frère ici a reconnu que l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, tous ces gens, personne n'a besoin que notre pays soit pacifié. Et pourtant, c'est ça vos alliés. C'est pas Fayoulou qui a amené notre pays à l'EAC, nous avons créé ici. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que vous demandez des propositions. Nous n'allons pas donner des propositions à un régime qui n'écoute pas. C'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à donner des propositions. Lorsque les gens sont arrivés au pouvoir par les moyens que nous tous nous connaissons, ils ont commencé des accointances dangereuses avec Kagame. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas signé dans ce pays? Et les accords que M. Tshisekedi a signés avec Kagame, qui connaît leur contenu? Mon frère qui est là, il les connaît. Et pourtant, c'est des accords qui engagent notre pays. On fait des choses nuitamment. De la même manière qu'on est allé chercher un pouvoir immérité nuitamment, on signe des histoires inconnues, on cache tout. Et vous voulez que Fayoulou dise quoi? Fayoulou, je vous voulais des propositions. Dans son message à la nation du 30 octobre 2022, il était encore à l'étranger. Fayoulou était le premier à dire, le jour où Kiwanja et Rutshuru tombaient, il a dit, face à la gravité de cette situation,
il faut l'unité de toutes les forces politiques, qu'on parle le même langage. Qui l'a dit le premier? C'est Fayoulou. M. Tshisekedi l'a dit dans son message du 3 novembre, 4 jours après. Mais les jours où Fayoulou rentre dans cette ville, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Vous avez vu? On nous a montré que les gens, ils ne veulent pas qu'on parle le même langage, ils ne veulent pas de la cohésion, alors il n'y en aura pas. Alors il n'y en aura pas. Et puis, nous refusons l'arrogance d'un régime qui a totalement échoué. Toutes les méthodes de Tshisekedi ont échoué et personne ne l'a contredit ici. Toutes les méthodes, état de siège, échec. EAC, échec, armée ougandaise, échec, armée kenyane, burundaise, échec. On va d'erreur en erreur. Donc, et vous voulez que nous on fasse quoi? La solution, la grande proposition que nous avons, c'est que la vérité cruelle que tout le monde doit comprendre ici, c'est que nous n'aurons pas de solution avec Tshisekedi. Tshisekedi est lié par des accords jusqu'au cou, des accords diaboliques, des accords issus, des accords que les gens étaient prêts à tout signer pour accéder au pouvoir. Vous parlez de quels accords exactement? Des Kingakati. Signé quand? Des Kingakati. Comment quelqu'un qui se dit qu'il a gagné les élections, comment il va signer des histoires à Kingakati pour se faire proclamer? Il a signé quel jour? Mais Kabila l'avait dit qu'il a l'accord. Vous l'avez suivi, vous étiez dans ce pays. Mais ce Tshisekedi a signé des accords avec Kagame. C'était sur la RTNC. Mais ce Tshisekedi a signé des accords avec Museveni. C'était sur la RTNC. Mais ce Tshisekedi a fait venir le M23 ici. Alors vous voulez que nous on entre dans quoi? On donne quelle proposition? Non, on n'aura pas... Quoi? Il a signé des accords avec Kagame. C'était sur la RTNC. À Goma, ce n'était pas caché. Oui, ça... Alors nous on ne rentre pas dedans. Donc on n'aura pas malheureusement de solution avec Tshisekedi. La première proposition, si vous voulez, si vous avez bien lu, quelqu'un qui a trahi la nation, on fait quoi avec lui? Il part. C'est le départ immédiat. C'est l'unique cadeau que M. Tshisekedi peut faire à ce pays. Il n'a plus de solution. Tout ce qu'il a tenté a échoué. Toutes ces méthodes ont échoué et nous ne faisons que perdre. Aujourd'hui, si Tshisekedi quitte le pouvoir, Fayoulou accède au pouvoir, la partie se trouvera solution. Alors, je refuse, comme j'ai entendu ici, qu'on croit que tout le monde est obligé d'échouer. Écoutez, tout régime, tout pouvoir qui viendra de Kigali, de Kingakati, de Kampala, de Nairobi, va subir le même sort. Et sur ce plan, nos amis ont raison. Mais nous n'aurons jamais un pouvoir qui vient de là. Notre pouvoir viendra du peuple congolais. Ok? Et si vous voulez que je vous le dise, Fayoulou, aujourd'hui, sur la scène politique actuelle, est le seul sur qui Kagame n'a pas de contrôle. Le seul. Car Fayoulou n'a jamais été dans les groupes armés de l'Est, ni de l'Ouest. Fayoulou n'a jamais travaillé avec Kabila. Fayoulou est le seul un petit rappel. Voilà. Quand on est en 2018, Fayoulou qui demande la vérité des urnes, c'est Kagame qui est président en exercice de l'Union africaine. Oui. Vous avez demandé à l'Union africaine d'intervenir dans On n'avait pas demandé à Kagame en individu, on avait demandé à l'Union africaine. Donc Kagame était président. Mais ça, c'est pas un problème d'individu ici. C'est pas nous qui avions fait de Kagame président de l'Union africaine. Ok? Merci. Mais cela ne signifie pas que nous avions demandé quoi que ce soit de manière particulière à Kagame, comme nous avons vu des gens ici l'appeler leur frère. Nous ne l'avons jamais fait. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Charles Kekankou. Je vous donne la parole. Nous avons la force de l'EAC. Vous suivez les diplomates ainsi que le président kenyan et le président Macron qui disent qu'ils privilégient le processus politique. Du côté congolais, on dit qu'on privilégie plutôt le processus militaire, si celui, puisque la diplomatie semble être en difficulté. Est-ce qu'on a la même compréhension de cette force de l'EAC, de la mission de l'EAC au Congo? Bon, vous savez, moi je suis captif de la nation, comme tel que je le ressens en moi-même. Et toute cette situation de l'Est m'attriste chaque jour. S'il y a des Congolais qui peuvent parler avec beaucoup de légèreté, ils sont contents. Bon, ça ne leur dit absolument rien. Leur problème, c'est la politique de au-delà que je m'y mette. Nous qui ressentons la douleur de nos compatriotes, plus de 280 000 personnes déplacées. Les images que moi je vois chaque jour ici, dans les réseaux sociaux, des petits garçons, des petites filles, 8 ans, 7 ans, sous la pluie, ils n'ont pas de logis, ils se servent des sachets. Donc moi, ce sont des images.
effroyable. Je ne sais pas s'il peut y avoir un Congolais sérieux qui a l'amour de ce pays, qui face à de tels spectacles, de telles images, va se contenter seulement de dire non, tu sais qu'est dit, M23 et tout ça. C'est quoi? C'est quel pays comme ça? C'est quelle nation? Est-ce on est une nation? Moi, je me pose encore la question si véritablement nous n'avons pas la génération qui vient, ou cette génération n'a pas encore la mission de construire véritablement une nation. Est-ce que le Congo est une nation? Parce que la nation comme principe spirituel, nation comme un état d'âme, on doit ressentir la douleur lorsqu'on voit ce qui se passe là-bas. Est-ce que devant une telle situation, un homme politique responsable peut en ce moment dire non, la vérité des urnes? Ça, c'est quelle irresponsabilité comme ça? Quelle irresponsabilité? Quelle irresponsabilité? Et ce sont des gens comme ça qui prétendent nous diriger demain? Non, mais si c'est vraiment ça, c'est qu'on peut avoir comme classe politique, on doit oublier les Congo. Parce que si nous sommes un peuple, si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord sur une question de notre survie, on se mettra d'accord sur quoi? Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels les secteurs politiques peuvent diverger. Notamment sur la gestion du pays. Il y a beaucoup de domaines, le social, la construction des infrastructures, l'éducation, l'état des droits, la corruption, détournement, justice. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels les acteurs politiques sérieux peuvent se présenter devant le peuple pour leur dire « Regardez ce que Tshisekedi a dit, voici ma proposition ». Mais sur la question de l'intégrité de votre pays qui est menacée, vous tous, vous êtes conscients, vous suivez les déclarations du secrétaire général de l'ONU. Vous voyez tout ce qui se passe là. Vous voyez que le monde est là en train d'assister à une injustice incroyable. Le monde ne dit rien. Toutes les grandes puissances sont là avec Kagame. On déroule les tapis rouges pour Kagame, pour les criminels, l'assassin de notre peuple. Tout le monde, nous voyons tout ça. Mais vous ici, vous êtes en train de vous distraire. Non mais ça c'est quelle classe politique ça? C'est vraiment une honte. Ça c'est vraiment une honte. Moi, je suis d'accord avec ce que Tshisekedi a dit, que le moment est là pour taire nos divergences politiques. Et l'Église catholique a emboîté les pas. La Senko a fait une déclaration, a demandé aux Congolais. La Senko a dénoncé d'abord le complot, l'hypocrisie de la communauté internationale. La Senko a dénoncé, si vous avez lu la déclaration de la Senko, la Senko a dénoncé la complicité de la communauté internationale, l'hypocrisie de la communauté internationale. La Senko a tiré une sonnette d'alarme pour dire aux Congolais que l'heure est grave. Notre pays est menacé. Nous devons d'abord taire nos divergences, faire un front commun. Ça, c'est un message puissant. Et ils ont proposé même à ce qu'il y ait un cadre d'échange où tout Congolais peut aller verser là-bas ses propositions. Mais nous ici, on est en train de se tirer vers le bas. Mais on attend quoi? Tu as bien posé la question. Si le M23 par exemple, parce que c'est le Rwanda et l'Ouganda, même si Tshisekedi ne cite pas l'Ouganda, moi je parle de l'Ouganda. Si le M23 parvenait et l'Ouganda, le Rwanda et l'Ouganda parvenaient à ravir tout notre territoire ici, Fayoulou ira faire sa conférence de presse où? Il ira chercher sa vérité des jeunes où? Il ira acquiser encore qui? Vous voyez comment nous sommes inconscients? Vous voyez comment nous sommes inconscients? Il est question ici de likambu ya mabele. Nenge toloba na lingala. Eza likambu ya mabele. Eza likambu ya Tshisekedi te. Parce que si nous sommes incapables de tirer les leçons de l'histoire, en tout cas nous ne sommes pas un peuple. Nous avons compris que l'opposition d'hier commettait des erreurs en chargeant Kabila. Aujourd'hui, il y a un opposant au pouvoir, il fait face à ce complot-là. Tshisekedi à la tribune de l'ONU. L'ONU a délégué ici ses experts indépendants. Ces experts-là ont produit des rapports comme quoi le Rwanda est là dans les rangs de M23. D'accord. Tshisekedi à la tribune de l'ONU a demandé à ce qu'on distribue même ces rapports-là. Ça n'a jamais été fait. D'accord. Donc vous pensez que ceux qui le veulent ne veulent pas, donc Kagame, qui aujourd'hui défend les intérêts de M23, c'est pour notre bonheur. Je reviens vers vous. Excusez-moi, c'est très important ce que je suis en train de dire.
Est-ce que c'est pour notre bien? Si aujourd'hui Kagame est en train de dire, non, non, supposons que les accords dont on parle là, les fameux accords, les fameux accords que Tshisekedi aurait signé avec les M23 soient vrais. Mais si Tshisekedi se rend compte que cet accord-là n'est pas dans l'intérêt du pays, est-ce que faut-il qu'il respecte ses intérêts-là, même contre son propre pays, ou il peut renoncer à cet accord-là? Voilà. Donc, moi, je pense que, en tout cas, ce n'est pas, ça, c'est pas le moment, parce que ce n'est pas, Fayoulou n'est pas épargné dans ça. D'accord. Tout le monde est visé par ce complot. D'accord. Voilà pourquoi nous devons finir, nous unir pour d'accord, que nous puissions sauvegarder notre unité. National. Moi, je prêche l'unité. D'accord. Merci beaucoup, M. Kankou. M. Ochoudi, monsieur a parlé de... M. Malembe, Luc Malembe a parlé des erreurs qui ont été commises par le M. Tshisekedi, qui ces erreurs-là seraient celles qui nous ont amenés jusque-là aujourd'hui. Alors, vous savez, je comprends certainement ce que mon frère Malembe est en train de sentir. En fait, c'est... Vous savez, quand vous êtes dans une idéologie, il n'y a pas de moyen de se débarrasser de cette idéologie. Il s'agit ici de l'obsession du pouvoir. C'est gros sentiment de gérer à tout prix. Mais ce que je demanderais à mon frère Malembe, c'est que le pouvoir, vous l'aurez, peut-être, mais tout le temps qu'on va passer à réclamer le pouvoir, à accuser l'autre, est-ce que ça nous donne, ça nous profite à nous comme Congolais? Aujourd'hui, Bounangana a plus de 145 jours. Est-ce que vous savez combien ces gens-là ont profité? Le Rwanda et l'Ouganda ont en train d'exploiter sur notre sol, nous en tant que Congolais. Alors, les temps qu'on est en train de perdre ici, à réclamer la victoire, à indexer qui est qui a... Bon, prenons les cas. Même si Tshisekedi, d'après vos dires, aurait signé des accords, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut nous donner exactement les contenus de ces accords? Parce qu'il ne suffit pas seulement de se réveiller et dire à la population Tshisekedi a signé des accords. Alors, s'il a signé ces accords-là, comme on le dit sur ce plateau, quel est le contenu de ces accords? Alors, est-ce que c'est par rapport à ces accords que Bounangane est sous-occupé aujourd'hui? Qu'on cherche à occuper Goma? C'est par rapport à ces accords? Mais ces accords-là, mettons de côté ces accords. L'EAC. Voyons maintenant la réalité en face. Notre pays est en danger. Que devons-nous faire? Selon vous, ce que vous dites, à signer des accords. Est-ce qu'on va rester là, en train d'observer et attendre qu'on récupère tous les territoires nationaux? Et parce que tu sais qu'il y a signé des accords. Important que nous Moi, je pense à un certain niveau de responsabilité comme Fayoulou. Il ne peut pas rentrer dans les petites discussions du genre tel a fait ça, tel a fait ça. Mais proposer des grandes solutions. Vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi Dan, que la solution aujourd'hui c'est le départ de Tshisekedi. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Tshisekedi a eu le pouvoir à travers les élections. Et la seule façon, la constitution est là, qui règle le départ d'un président de la République. Mais il a signé des accords, le pays est occupé, donc Tshisekedi doit partir. Mais cette réflexion, cette analyse, moi je trouve que ce n'est pas de Fayoulou, un homme averti qu'on a toujours attendu parler, qui vient avec une telle proposition de faire partir quelqu'un pendant que son mandat est en cours parce qu'il aurait signé des accords. Alors, l'adhésion à l'EAC est-elle opportune pour la RDC? L'adhésion à l'EAC, à la communauté de l'Afrique de l'Est. Bon, avant de revenir sur le plan africain, sur cette question, je l'ai toujours dit, la RDC aujourd'hui fait face à un complot international. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement voir le Rwanda. Vous savez que derrière le Rwanda, il y a de multinationales qui sont derrière le Rwanda. Donc aujourd'hui, voir le Rwanda en train d'opérer
avec efficacité, avec un armement hyper sophistiqué, comme l'a dit le CG de l'ONU à l'époque. Moi, je ne voudrais pas ici voir le Rwanda. Ça, c'est au niveau national. Vous parlez de l'EAC. Mais on vous a dit tout à l'heure sur ce plateau que la plupart des pays membres de cette organisation sont des pays qui n'ont pas intérêt à nous voir, nous, en tant que pays, le Congo, se développer, vivre tranquillement. Et donc aujourd'hui, compter sur une certaine force africaine, comme quoi cette force viendra régler la situation au Congo. Il n'y a pas que la force de l'EAC, il y a aussi la mission diplomatique que mène... Mais Dan, je suis d'accord sur le fait que la diplomatie a un rôle à jouer. Mais cette diplomatie-là, le président Tshisekedi lui-même l'a affirmé. Quand il s'est adressé dernièrement à la nation, il a dit l'option diplomatique qui a sérieusement prouvé ses limites. Si on continue dans cette logique et qu'on ne trouve pas de résultats attendus, eh bien on va prendre l'option de la guerre. Alors, je ne voudrais pas parler en termes de guerre, parce que la diplomatie, il faut qu'on soit tous d'accord que la diplomatie a échoué. Aujourd'hui, personne ne peut dire aux Congolais que grâce à la diplomatie, voilà, aujourd'hui nous avons réussi à faire tel. On va faire comment alors sur le terrain? Voilà ce qu'on va faire. Les FARDC apparemment n'avancent pas pour récupérer les territoires. Qu'est-ce qu'on va faire? La diplomatie a échoué, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Voilà ce qu'on doit faire. Il n'y a aucune armée dans le monde plus puissante qu'un peuple. Moi, je compte sur nous en tant que peuple. Même si cette force est là. Vous avez dit que nos forces n'arrivent pas à avancer pour récupérer... Non, je dis non. Ça fait longtemps. Non, mais c'est clair, faut pas habiller ça. C'est clair qu'on n'avance pas. Voilà. Ici, je parle en tant que Congolais. C'est clair qu'on n'avance pas. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'on Alors, ce qu'on doit faire, c'est comme ça que moi, je suis contre la proposition de Martin Fayoulou. Au lieu de demander peut-être au peuple de former un bloc, de constituer un front. Très bien. Négliger peut-être les aspects, les considérations partisanes de Tshisekedi a fait ça. Former un bloc derrière peut-être nos forces armées, leur encourager, leur donner de la force. Et peut-être ça va être une façon de leur dire, prenez courage, au-delà de tout ce que vous pouvez faire, allez de l'avant et récupérer notre territoire. Moi, je n'ai plus à espérer. Au regard de votre diplomatie là, elle a totalement échoué. Merci beaucoup. Parlez maintenant, parlez comme un... Bon, ne parlez pas comme un... Vous êtes de l'ECD, certainement. Je ne peux pas ok. Alors, la question que je pose, si vous étiez aujourd'hui aux affaires, dans le contexte actuel, que feriez-vous? Très bien. Vous savez ce qui... j'apprécie la qualité du débat. Tout le monde est d'accord ici que les gens ont échoué. N'est-ce pas? Tout le monde. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui a dit le contraire. Mais au lieu de condamner les incompétents qui ont échoué, on s'en prend à un opposant qui ne fait que son travail d'opposant. Est-ce que c'est Fayoulou qui commande l'armée? Ici, nous sommes en face d'une question de la défense nationale, mon frère. Mais s'il a échoué, pourquoi ne pas l'accompagner? Non, ça marche, ça fonctionne pas comme ça. Je vais l'expliquer. Ici, nous sommes en face d'une question de la défense du pays. Vous comprenez? Mais ce n'est pas par une simple... La Senko en fait une déclaration qu'on a louée ici. Est-ce que c'est pour autant l'M23 est parti? Même si Fayoulou faisait une déclaration aujourd'hui, maintenant là, où il dit, il peut même adhérer à l'IDP si vous voulez. C'est ça qui va faire partir le M23. Arrêtez ça, ce genre de débat, les amis. Les débats, c'est une question de la défense du pays. Et nous avons en face des gens qui n'y comprennent rien. Même si nous crions, même s'ils n'y comprennent rien, nous ne pouvons rien attendre de ce régime. Pourquoi on ne comprend pas ça? Très bien, on a compris. Tout le monde l'a compris ici. Mais au lieu de condamner les incompétents, on s'acharne sur un opposant qui n'a fait que son travail. Est-ce que c'est Fayoulou qui conduit la diplomatie dans ce pays? Tout le monde dit que ça a échoué. Mais qui l'a fait échouer? C'est Fayoulou? Monsieur Luc Malemi. Alors, comment on peut... Alors, je voudrais... Vous avez posé une bonne question. Si nous, on était au pouvoir, qu'est-ce qu'on allait faire? Moi, je vous ai dit ici que tant que les gens auront un pouvoir qui ne vient pas du peuple,
parce que vous parlez du peuple. Justement, il a raison. Est-ce que Tshisekedi a le soutien populaire? Il n'en a pas. Parce que le peuple ne se reconnaît pas en lui. Le peuple ne l'a pas élu. Et c'est ça le problème, c'est un handicap. Et nous le savions qu'on en arriverait là. Les gens ont négligé l'aspect de la légitimité populaire. Mon frère, la légitimité, elle est... Je voudrais apaiser mon frère ici. L'honneur, c'est... Charles Quintan. C'est que je comprends sa passion pour le pays et la douleur qu'il ressent, nous la ressentons nous tous. Moi, je suis d'ailleurs de là. Comment je ne veux pas ressentir la douleur? Ces femmes qui meurent. Alors, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'au même moment où il comprend la douleur, mais au même moment, il ne condamne pas les gens qui nous ont amenés jusqu'à ce niveau-là. Les amis, est-ce que vous savez qu'au sommet de l'État, aucune erreur n'est autorisée? Une erreur de Tshisekedi coûte des milliers de vies. Ces femmes que vous avez vues et ces enfants innocents sous la pluie. Mais c'est l'erreur d'un individu qui s'appelle Tshisekedi. Ils en sont là. Monsieur... Alors, je voudrais dire ceci, que le peuple congolais, je termine par là. Non, je vais répondre à votre question. Le peuple congolais a donné tous les moyens à M. Tshisekedi pour qu'il ne puisse pas commettre d'erreur. J'apprends qu'il a 1000 conseillers, M. Dan. 1000 conseillers payés par le peuple congolais. Il a tous les services de sécurité, de renseignement, payés par le peuple congolais. Et il commet des erreurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il ne faut pas nous demander, nous, à décider, de dire, oh non, on soutient, c'est pas quoi. Non, 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 non. On ne soutient pas la médiocrité, on ne le fera pas. Okay. Les médiocres doivent dégager et nous allons trouver la solution. Il ne faut pas nous montrer ici que Tshisekedi, c'est le dernier rempart. Non. Vous feriez quoi? Qu'est-ce que nous ferons? Voilà. Je viens de vous démontrer que d'abord, nous n'arriverons jamais au pouvoir par des accords qui nous tiennent au cou. D'accord. Nous ne sommes sous l'emprise, aucune emprise alors avec Kagame. Parce que ça, c'est très important. Pour gérer la question de l'Est, il faut savoir qu'il y a un homme d'accord, il y a la communauté internationale et tout, mais il y a Kagame. Derrière qui tout ça passe. Tout ça, États-Unis, tout ça, il y a Kagame. Pourquoi nous, par exemple, nous n'arrivons pas à déstabiliser d'abord Kagame? Dans son propre pays, Kagame n'est même pas assis sur une chaise solide au Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays à 85% Hutu. Vous voulez des propositions, on va vous les donner. Le Rwanda, c'est un pays à 85% Hutu. Mais les Hutus sont marginalisés dans leur propre pays. Ils sont écartés, ils sont pris en otage par un individu qui s'appelle Kagame. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'État pour nous aussi les déstabiliser? C'est lorsqu'il sera déstabilisé chez lui, il va d'abord s'occuper de ses affaires chez lui. C'est ce que voulait dire Fayulu lorsqu'il va dire à Kagame, occupez-vous de vos oignons. Il faut lui mettre dans une situation où il s'occupe d'abord de son propre pouvoir avant de venir nous déstabiliser. Donc, on ne comprend rien. Première proposition. Deuxième proposition. Déstabiliser le Rwanda. Deuxième proposition. On nous parle de la diplomatie. Ce qui est fait, ce n'est pas de la diplomatie. C'est un tourisme d'État, ce que les gens ont fait. Les gens ont fait 100 voyages, plus de 100 voyages dans ce pays. On a vidé les caisses de notre pays au motif qu'on faisait de la diplomatie. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est de l'échec. Mais comment on peut être en train d'échouer sur le plan diplomatique? Je vous donne deux petites astuces. Le Congo est aujourd'hui reconnu comme pays solution en matière d'environnement. Monsieur Luc, pourquoi on n'utilise pas cette situation comme une arme pour peser sur le plan diplomatique? On va pleurnicher. Les minerais stratégiques sont ici. Si on ferme la frontière de Kasumbalesa par exemple, on dit ni cobalt, ni cuivre, rien ne sort. Ces gens vont plier. Mais au lieu d'utiliser ce que nous avons, nous avons des voies, j'ai fini par là. Mukwege, prix Nobel de la paix, l'un des hommes les plus respectés de la planète. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un adversaire. On est en train de vouloir même fermer son hôpital au lieu d'utiliser sa voix pour nous aider à peser. Alors, ce genre de personnes de légèreté, n'attendez pas Fayulu dedans. Fayulu, c'est un homme droit. Il sait ce qu'il veut dans la vie et il ne va pas se ranger derrière des incompétents. Tshisekedi, s'il veut donner un petit cadeau au peuple congolais. La démission est constitutionnelle, mon frère. Il ne faut pas nous dire ici, il est dans son mandat. La constitution prévoit que quelqu'un peut démissionner lorsqu'il n'a fait que des erreurs. Tshisekedi n'a commis que des erreurs qu'il démissionne. S'il vous plaît, monsieur Luc Malembe, on vous a compris. Donc, déstabiliser le Rwanda, fermer les frontières, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Voilà, on a compris. Monsieur Charles Quincan, votre
à votre avis, à ce moment précis, que devrait par exemple faire le président Tshisekedi? Parce que certains disent que le président est mal entouré, il a des bonnes idées, il a la volonté, il veut changer les choses, mais il est mal entouré. Qu'est-ce qu'il devrait normalement faire dans le contexte d'un contexte pareil? Bon, vous savez, moi je m'étonne un peu de la persistance dans les péchés. Cette persistance qui est diabolique, parce que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est ce qui est diabolique. Oui. Le problème de plus de 10 millions de morts que nous avons connus dans ce pays, ça c'est Tshisekedi dit ça. Les génocides congolais, moi j'ai toujours aimé Fayoulou, lorsque je le vois, toutes les fois qu'il y a des initiatives de ce genre-là, des gens qui célèbrent les génocides congolais, il prend part à ça. Là, moi j'aime. Ça, j'aime ça. Mais on a plus de 10 millions de morts. Ça, c'est Tshisekedi dit ça. L'infiltration que nous avons connue dans notre armée, avec les brassages, les mixages, dans les services de sécurité, ça nous coûte cher jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est Tshisekedi dit ça. Tous les traîtres que nous avons dans les services de renseignement, avec certaines communautés de l'Est là-bas, qui ne se sentent pas véritablement congolais, comme congolaises, qui ne se sentent pas véritablement congolaises et font allégeance à nos ennemis. Ça, c'est Tshisekedi dit ça. Ça, c'est Tshisekedi qui est à la base de ça. Non, mais non. Si on continue à réfléchir comme ça, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Parce que nous tous, nous savons que nous avons été infiltrés depuis plusieurs années. L'ennemi nous a infiltrés comme tel un cancer qui a produit des métastases et ça nous a affaiblis de l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu aussi des raisons? Depuis des années. Il y a eu des erreurs aussi pendant la gouvernance du président Tshisekedi. Pardon? Est-ce qu'il y a eu aussi des erreurs dans la gestion de cette... Non, mais écoutez, moi, en tant qu'homme sérieux tel que je le suis, je ne peux pas dire que Tshisekedi n'a pas commis d'erreur. Non, ça, je ne peux pas le dire. Mais non, je ne peux pas. Tshisekedi a commis beaucoup d'erreurs. Et moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire de l'adhésion à l'AEC, si c'est EAC, tout ça. Cette histoire, est-ce que le Congo vraiment est un pays de l'Est et dans l'Afrique de l'Est? Ça, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais été d'accord avec cette adhésion-là. Ça nous profite à quoi, cette histoire-là de l'AEC là? On est allé faire quoi dans cette histoire-là? Si moi j'étais Tshisekedi, je n'allais jamais accepter à ce que mon pays puisse adhérer à une histoire comme ça. Ça nous aide absolument à rien. Et je demanderais même que très prochainement, qu'on puisse déjà déclencher les mécanismes de sortie de cette histoire-là. Et si Tshisekedi ne le fait pas, c'est lui qui va remplacer Tshisekedi. Il faut qu'il sorte de cette histoire-là. Le Congo n'est pas situé en Afrique de l'Est. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Donc, voilà la première chose. Donc, mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Aujourd'hui, les FARDC font des efforts sur le terrain. Il y a plusieurs localités qui ont été récupérées hier. Localités comme Kabuhanga, Kabuye, Rubiranga, Nyundo. Tout ça, ce sont des localités autour de Kibumba qui ont été récupérées. Près de 90% des localités ont été récupérées par les FARDC. Ils ont pilonné à une montagne où se trouvaient les M23 et il y a eu des dégâts incroyables hier. Donc, ici, nous allons continuer à prêcher l'unité. Parce que ce n'est pas une question de Tshisekedi, chers compatriotes, nous devons cesser de réfléchir de cette façon-là. Nous n'allons pas nous en sortir si on continue à indexer les gens. Tshisekedi est là, il fait face à la réalité, il comprend le degré du complot contre la nation. Ce n'est pas un complot. Le Rwanda, c'est un arbre qui cache la forêt. Le Rwanda n'est qu'un tout petit pion manipulé par, le confrère l'a dit, les multinationales, les grandes puissances occidentales. C'est ça le Rwanda. Si le Rwanda n'avait pas le soutien, comment aujourd'hui pouvez-vous imaginer que toutes ces
grandes puissances qui se réclament des pays de démocratie. Ils soutiennent l'Ukraine contre la Russie parce que la Russie a violé les droits internationaux. Mais l'ONU a produit des rapports comme quoi il y a des militaires rwandais sur les sols congolais. La République a produit aussi des rapports. Le Rwanda, Kagame est en train de violer au sud de tout le monde les droits internationaux. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Et vous pensez que c'est la tête de Tshisekedi qui ne plaît pas à ces gens-là? Voilà pourquoi ils ne condamnent pas. Mais même si on était naïf, je ne sais pas de quelle manière, comment on peut réfléchir comme ça? Donc nous pensons que, donc si c'était Fayoulou à la tête du pays, la communauté internationale allait les soutenir parce qu'elle aime trop Fayoulou. Ou si c'était Katumbi, la communauté allait trop aimer Katumbi. Non mais il faut arrêter de réfléchir comme ça, s'il vous plaît. Ces gens-là, ils ont leurs intérêts. Et ces intérêts-là, ce n'est pas de voir une RDC prospère, stable, jamais. Fayoulou a fait une proposition, je l'avais suivi, lorsqu'il disait que si pour lui il fallait prendre langue, dialoguer avec Kagame, avec le Rwanda, c'est ce que Fayoulou avait dit lors de son récent voyage à héros américain. Oui. Il a dit ça, il allait dialoguer avec le Rwanda, il allait dialoguer avec l'Ouganda. Mais c'est ce que Tshisekedi a fait. Tshisekedi est allé dialoguer avec le Rwanda. Et Tshisekedi est allé même plus loin. Les compatriotes ici ont parlé des accords. Il n'y a pas eu un accord en soi qui a été signé. Il y a eu un mémorandum d'entente. Les juristes savent les nuances de tout ça. Il y a eu un mémorandum d'entente, mais il n'y a jamais eu des accords comme tels conclus. Ça doit être très clair et ça a été précisé. Et ceux qui connaissent, qui ont les notions des relations internationales, en savent quelque chose. Et moi, en tant que panafricaniste, pour finir, je ne vois pas pourquoi, et je m'étais mis à la place de Tshisekedi. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut aujourd'hui avoir des relations de coopération économique avec les États-Unis, la Chine, la France, sauf avec le Congo-Brazzaville, sauf avec les Rwandais, sauf avec l'Angola. Je ne comprends pas. Parce que tous ces pays-là, que vous allez en Europe, en Amérique, mais ils ont aussi des coopérations économiques, pourvu que ces coopérations-là soient mutuellement avantageuses. Voyez-vous? Donc, moi, je n'ai pas trouvé un problème que la République démocratique du Congo soit en relation, en coopération économique avec le Rwanda. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème ici, c'est quoi? Ils ont parlé ici de l'état de siège. Pour finir. L'état de siège, nous devons aussi le reconnaître, n'a pas été une réussite à 100%. Mais nous pouvons souligner qu'aujourd'hui, lorsque vous allez en Ituri, lorsque vous allez, que ce soit du côté de Benila, l'intensité des atrocités, des assassinats, les images atroces que l'on voyait, des gens décapités, les images que l'on voyait dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça baissait d'intensité. Ça, il faut les reconnaître. Ça, il faut véritablement les reconnaître. Et ça, c'était grâce à l'état de siège. Et c'est cet état de siège-là. Je vais vous je termine par là. Je vous donne la parole d'ici là. Je termine par là, s'il vous plaît. L'état de siège, lorsqu'il a été décrété, quelles ont été les conséquences, notamment au Rwanda? C'est qu'on a vu que, immédiatement, le Rwanda a baissé dangereusement la production de l'or. On a vu ça. Les minéraux que le Rwanda n'a pas sur son sol, que le Rwanda vendait à travers le monde, il ne les vend pas aujourd'hui. Pourquoi? À cause de cet état de siège-là. Et c'est l'état de siège qui était à la base de la colère du Rwanda pour qu'il puisse ressusciter le M23. Merci beaucoup, M. Charles Kekankou. Francis Ochoudi, à vous la parole. Cette question de proposition, là, au niveau des propositions, vos co-débatteurs ont essayé un peu d'aborder la question en tout cas, ils ont fait leurs propositions à leur niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup, Dan. Avant de revenir sur les propositions, je voudrais apaiser mon frère le président Tshisekedi entre le marteau et la plume. Parce que il faut d'abord comprendre
pourquoi. Il faut d'abord identifier les acteurs de la guerre. Lorsqu'il y a une agression, lorsqu'il y a la guerre, je crois que la première des choses à faire, il faut d'abord identifier qui sont les acteurs directs ou indirects à cette agression-là. Les acteurs, maintenant je prends, il y a deux acteurs qui sont maintenant directs face à notre pays, face à cette agression. Nous avons le Rwanda et nous avons l'Ouganda. Mais si on regarde, je ne sais pas de quelle diplomatie, on ne veut pas, la RDC à travers ses autorités, ne veulent pas citer de manière claire l'Ouganda, mais nous prenons l'Ouganda comme étant acteur direct aux côtés du Rwanda de cette agression. On identifie maintenant les acteurs indirects. Nous avons parlé ici, chers amis, de multinationales et toutes d'autres forces qui en veulent à la République démocratique du Congo au regard du positionnement de nos richesses ou de tout ce que nous avons comme richesse dans les différents coins du pays. Ça, ce sont des acteurs indirects. Alors, la question maintenant que j'aimerais quand même qu'on puisse maintenant répondre, est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand vous dites que Fayulu ne peut pas défendre, ne peut pas être accompagné un incompétent, je suis d'accord avec vous. Mais au regard des acteurs identifiés ici, au regard de la question de savoir pourquoi on nous fait la guerre, il est incompétent. Vous avez une réponse. Non, c'est lui qui l'a dit. Ouais. Au regard des éléments. Oui, alors moi, j'aimerais qu'on analyse. J'aimerais qu'on sorte un peu du populisme. J'aimerais qu'on sorte un peu du credo politique. Des déclarations, des incantations des politiciens. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu comme Congolais en fait. Nous avons avec vous identifié maintenant ces acteurs qui nous font la guerre. Vous pensez aujourd'hui que si Tshisekedi part, au regard de les compétences que vous dénoncez ici, Kabila était là. Et avant, bien sûr, avant Kabila, il y a eu d'autres présidents qui étaient avant lui. Kabila est parti. Laurent Désiré Kabila, il était parti. Kabila n'est plus du pouvoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a cessé de nous faire la guerre pour autant que Laurent Désiré Kabila est parti? À l'époque de Mobutu, attendez. Non. Cette intensité de guerre. Il y avait toujours un problème à l'Est au regard de nos minéraux. À l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, la guerre à l'Est, c'est quoi le problème? C'est le minerai. Ce n'est pas un problème individuel. Ce n'est pas un problème de Kabila et Kagame. Ce n'est pas un problème des accords comme on veut nous faire croire ici. Le problème à l'Est, ce sont des minéraux. La RDC est victime de ce minerai. Et même aujourd'hui, Tshisekedi quitte le pouvoir. Retenez ça pour dire. Et que Fayulu venait au pouvoir. Cette guerre-là va continuer. Et à mon humble avis, la meilleure des choses à faire, au lieu d'aller dans des fixations, dans ce système d'indexer, toi que j'aime y mettre, Fayulu peut venir aujourd'hui, aussi longtemps que nous avons toujours nos richesses, il y aura toujours des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà là où je réponds à votre question. Je vous ai dit que nous, en tant que Congolais, nous devons d'abord être sûrs de nous-mêmes au niveau interne. Renforcer nos forces armées. Vous avez vu, on a recruté, je dis waouh, c'est quand même une bonne chose. Mais quels sont les moyens qu'on met à la disposition de cette armée-là pour faire face à l'agression? C'est un élément important. À la place de crier, Tshisekedi, Kabila, tel a fait ça, Fayulu viendra au pouvoir, il va trouver ses problèmes persister. Kabila n'est pas parti avec ses problèmes. Parce que nous avons des richesses, nous avons des minéraux. Et ces minéraux-là nous exposent à la face du monde. Nous sommes convoités aujourd'hui, notre frère. Et donc, il faut voir, il faut accepter la vérité en face que de chercher à indexer les individus. Tshisekedi n'est pas éternel au pouvoir. Tshisekedi finira par être sénateur à vie, comme Kabila. Mais le problème va rester
Parce que ceux qui sont Finalement, en face de nous, nous convoitent, ils ont besoin de nos richesses, de nos minerais. Il ne faut pas arrêter. Et donc, il faut créer une force. Il faut créer. Cette situation ne prendra jamais fin. La meilleure. Laurent Désiré Kabila qui est parti, Joseph Kabila qui est parti, Tshisekedi partira, la situation restera. Donc cette situation, finalement, elle sera éternelle. Je n'ai pas dit que la situation va rester éternelle parce que, avant de vous rendre la parole, j'aimerais donner quand même quelques voies de sortie. Et c'est pour cela que je vous ai dit que la meilleure façon de faire face à ces problèmes-là qui persistent, c'est de créer un dynamisme fort à l'intérieur. Est-ce que ça a été à l'interne? Ça a été fait pendant les 4 ans du président Tshisekedi. Bon, en tout cas, il faut, pour être honnête, je n'ai pas encore vu parce que, imaginez, moi je vous ai dit, je vous ai parlé du contrat social avec le peuple parce que je suis journaliste. Je suis appelé à être quand même, parce que j'ai une opinion. D'accord. Alors, vous avez posé la question. Est-ce que ça n'a pas été organisé, ça n'a pas été fait pendant les 4 ans de Tshisekedi? Je vous dis tout de suite que non. Parce que regardez un peu quand Tshisekedi est venu au pouvoir, il a trouvé le budget alloué à l'armée. Attendez. Allez-y, allez. Le budget alloué à l'armée. Il n'y a pas longtemps qu'hier, le budget qui a été présenté par le Premier ministre Sama Lukonde. Est-ce que vous avez une idée de combien de pourcentage de ce budget-là réservé à l'armée? 3%. Alors, vous comprenez? Et donc, c'est un problème. Aussi longtemps que nous-mêmes, nous n'arrivons pas encore à résoudre les problèmes au niveau de notre pays. Être d'abord nous-mêmes sérieux. Donner des moyens conséquents à l'armée. Et puis, nous serons toujours... donc, un terrain de jeu de ces ennemis-là. Merci. Donc, voilà ce que moi je propose. Merci beaucoup, Francis Ochoudi. Monsieur Luc Malembe, vous avez la parole. Vous avez parlé de, comment dire, d'attaquer le Rwanda. Déstabiliser Kagame. Déstabiliser Kagame. Ben, ça, ce sont des propositions. Voilà. Est-ce que, déjà au niveau interne, les propositions genre de renforcement de l'armée, d'accompagnement par la population, ce sont des propositions qui ne vont pas tenir aussi longtemps que le président Tshisekedi est en fonction. Si l'armée est renforcée. Très bien. Je vais y répondre. Vous savez, lorsque j'ai entendu que mon frère... Vous voulez frapper ici, encore, vous voulez attaquer... Tshisekedi, non. Je parle plutôt d'abord à mon frère. Il dit, le problème n'a pas commencé avec Tshisekedi. Je suis d'accord, et je ne l'ai pas dit. Mais lorsqu'il demandait, il était candidat président de la République, n'est-ce pas? Quand on se porte candidat président de la République, c'est qu'on connaît les problèmes. Et on a la solution. On ne vient pas pleurnicher. Il ne faut pas venir nous parler, oh, les problèmes. Qui a dit que le problème a commencé avec Tshisekedi? Mais quand il est venu en campagne électorale, quand il s'est porté candidat président, il ne savait pas que notre armée était infiltrée. Il ne savait pas que le Rwanda lorgne sur nos minerais. Il ne savait pas qu'il y aurait un complot international contre notre pays. Mais il a dit qu'il avait des solutions. C'est où ces solutions? Il n'y en a pas. Tout ce qui l'intéressait, c'est accéder au pouvoir pour mettre la main sur les caisses de l'État, faire des voyages, la jouissance. Et puis c'est tout. Il ne comprenait pas que c'était une charge, le pouvoir. C'est une responsabilité. Cette donne-là a échappé. Alors vous attendez que nous on dise quoi? Deuxième chose, c'est que on nous demande, ok, il faut une cohésion interne. Ok, nous l'avions compris avant. Mais je voudrais vous dire ici que l'armée, si vous prenez une armée de lions, n'est-ce pas? Vous la faites commander par un agneau et ne gagnera jamais une guerre. Donc les amis sont en train de minimiser l'impact d'un commandant en chef. Si vous prenez une armée de moutons, des agneaux, vous la faites commander par un lion, elle va gagner une guerre. C'est ça qui nous manque. Même si vous nous demandez, est-ce que vous n'avez pas vu le peuple congolais mobilisé derrière son armée? Mais devant des erreurs tous les jours, devant on persiste dans l'erreur. C'est vous deux ici qui comprenez que rester avec l'Ouganda c'est une erreur. Est-ce que Tshisekedi le comprend? D'accord. C'est vous tous qui comprenez ici qu'aller c'est une erreur. Est-ce qu'il le comprend? L'armée ougandaise, une autre unité en train de se préparer pour venir. Suivi le ministre après ceux qui sont là, non, j'explique ça, c'est très important. Christophe Lutundula qui dit... C'est très important, Dan. Je vais y revenir. Vous avez vu que l'armée ougandaise tourne les pouces chez moi en Ituri depuis une année, en train de ne rien faire. Mais une autre unité de l'armée ougandaise est en train de venir. L'armée kenyane est en train de venir pour tourner les pouces à Goma. Kenyatta que vous voyez là, au même moment où il nous fait des yeux doux, mais il a mis les mains sur nos banques ici. BCDC est parti. TMB est parti. Ces gens sont des risés. Alors, j'ai entendu
la dame là, Tina Salama. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui ne devaient même pas parler, c'est ces gens-là, de ceux qui s'appellent communicateurs de M. Tshisekedi? C'est des gens qui ont échoué. Est-ce qu'il y a une communication d'abord à la présidence là-bas? Cette femme-là, à part lire des papiers sur une chaîne aux images, comment on appelle les images de la RTNC? Les images, on dirait échographie. À part lire des papiers, qu'est-ce que cette femme est venue faire à la présidence? Et aujourd'hui, elle aussi. Non, j'avais dit même ici. Alors, Luc Malembe, dans ces situations de notification, dans l'achat des armes, vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères qui s'est plaint pour dire que eh bien, tous les fournisseurs d'armes se méfient de la RDC au risque d'avoir des sanctions des Nations Unies. Ouais. À sa place, que qu'auriez-vous fait? Est-ce qu'il a oublié, M. Lutundula, qu'il s'appelle chef de la diplomatie congolaise? Et que si nous sommes dans cette situation, alors qu'il est là depuis, c'est qu'il a échoué. Qu'est-ce qu'il est venu faire à la diplomatie? C'était son rôle, justement. Il ne l'a pas fait, il a échoué, il doit partir. Ils ont trouvé ça, c'est une situation qui a été... Oui, mais ils étaient venus régler ça. Je refuse ici qu'on cherche à faire croire à l'opinion que nous tous, on est obligés d'échouer. Non, moi je vous ai dit ici que tout pouvoir qui aura comme racine Kigali va échouer. C'était le cas avec Laurent Désiré Kabila, il a échoué, Kabila a échoué, Tshisekedi échoue. Alors il ne faut pas nous mêler dans ce lot-là, s'il vous plaît. Nous ne viendrons jamais de Kigali, nous allons plutôt déstabiliser Kagame et lui amener lui aussi à sentir la douleur. Il va d'abord s'occuper de son propre pouvoir. Il n'est même pas solide, Kagame, il n'est pas solide. C'est parce qu'on manque un commandant en chef. Donc, nous soutenons notre armée. Nous encourageons ce qui est fait, mais nous n'allons pas nous liguer derrière la médiocrité. Ne nous attendez pas sur ce terrain-là. Vous voulez que nous, on entre en jeu, Tshisekedi part, nous entrons en jeu. C'est comme ça que ça va se passer. Et ce n'est pas que nous cherchons au toi que je m'y mette. Non, c'est ça la survie de notre pays. Tshisekedi doit comprendre qu'il est incompétent. Il n'a pas été préparé, il n'a pas de programme, il doit partir. Et nous allons, les Congolais vont trouver un moyen de sauver notre pays. Compte tenu du temps qui nous est imparti, on va donner 3 minutes. 3 minutes à chacun, on va conclure. Vous avez aussi pris 3 minutes. Nous avons compris, M. Luc Malembe, que Martin Fayulu, c'est, en tout cas, voilà, c'est le Messie. Il viendra apporter les solutions. Il a quand même une idée de ce qu'il va faire. M. Charles Kinkankou, pendant 3 minutes, parce que nous sommes en train de terminer, dans une situation où vous avez l'hypocrisie internationale qui est avérée, que faire? C'est une très bonne question. J'aimerais dire que on ne peut pas aujourd'hui dire que Tshisekedi n'a fait rien, notamment pour l'armée. Lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé un budget de l'armée de 155 millions de dollars. 155 millions de dollars. Aujourd'hui, dans la loi des finances 2023, on est déjà à 1 milliard de dollars pour l'armée. 1 milliard de dollars. Si vous avez suivi le débat à l'Assemblée nationale, vous êtes au courant de ça. Et même avec vos téléphones, vous pouvez aller, l'information est gratuite, vous allez retrouver ça là-bas. Et il y a eu une loi de programmation militaire qui va nous aider effectivement à construire une armée puissante. Ça veut dire qu'il y a de l'ambition, il y a une vision par rapport à ça. Donc ça, on doit quand même les noter. C'est ça donner, bien entendu, les moyens de l'armée. Lorsque vous trouvez un budget comme ça et 4 ans après, vous le ramenez là-bas, ça c'est quand même quelque chose. C'est très important. Et déstabiliser le Rwanda, bon, rôle de la diplomatie. Mais ici, on vous dit que le Congo fait face à un complot international. La diplomatie, mais les diplomates, les présidents, les ministres, ils ont pris contact avec toutes les grandes puissances là pour dénoncer la situation de l'injustice dans laquelle se trouve le pays. Mais vous voyez cette hypocrisie-là avec ces gens qui font des déclarations comme quoi la RDC n'est pas sous embargo. Vous avez suivi un Gabonais qui était venu ici
qui a, à l'issue de la rencontre avec Bahati, a dit clairement qu'il ne se pose aucun problème pour l'achat et l'importation des armes. Mais Christophe Lutundula a déclaré clairement que la République démocratique du Congo a bel et bien acheté les armes, mais les transporteurs ont refusé de ramener ces armes-là ici. Donc ça veut dire qu'on a dépensé plus de 100 millions de dollars pour acheter les armes, et cet argent-là est perdu comme ça, parce que les transporteurs refusent. Est-ce que avez-vous déjà vu ça? Un pays qui est en souffrance comme les nôtres, mais on refuse, on nous prive même les moyens de nous défendre. Vous vous imaginez? Et vous dites que c'est Tshisekedi qui est responsable de ça. Lorsque la communauté internationale, toutes les grandes puissances la refusent, vous dites non, ce n'est pas eux, ce ne sont pas eux, c'est Tshisekedi. Donc si les armes ne sont pas venues ici, c'est Tshisekedi qui est à la base. C'est lui qui a bloqué, qui a fait, il s'est arrangé avec Kagame pour que les armes là ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il a des ambitions électoralistes. Merci. Non mais soyons quand même sérieux. Merci beaucoup. Soyons sérieux. Et je termine par là pour dire que pour que nous puissions, nous parvenons à déstabiliser Kagame, nous devons d'abord commencer à mettre de l'ordre à l'interne. Nous devons mettre de côté les traîtres qui aujourd'hui, vous vous imaginez un peu, regardez les Congolais, hein. Tshisekedi reçoit la communauté Tutsi ici et les Hutus. Les gens qui sont à la présidence de la République, ils envoient ces images-là à Kigali. Kigali les renvoie à Évariste Ndayishimiye. Et Ndayishimiye étonné, il leur envoie les images à Tshisekedi. Vous vous imaginez un peu comment les Congolais sont traîtres, ils n'aiment pas leur pays. Merci beaucoup. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que nous devons, je termine par là, mes chers compatriotes, est à l'unité. Ce sont de nous distraire, dire Tshisekedi, il s'agit d'une question de notre pays, nous devons nous mettre ensemble. D'accord, Francis. Très rapidement, Edan, j'ai toujours été... je n'ai toujours pas été d'accord sur plusieurs points avec la gestion de M. Tshisekedi, et ça, vous le savez. Mais pour ce qui est de l'agression de la RDC, je n'ai pas de calcul à faire, à part prendre la défense de mon pays. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'apport de tout le monde. Tshisekedi est Congolais comme moi. Demain ou le lendemain, il sera mis de côté et quelqu'un d'autre viendra, il prendra la relève. Et Tshisekedi ne partira pas avec la République. Et donc, nous qui sommes là, nous devons soutenir nos forces armées qui sont au front, leur donner du courage, mais aussi et surtout au gouvernement congolais, si il est vrai qu'on aime ces pays, c'est le moment de mettre de moyens conséquents, je le répète, à la disposition de l'armée, les motiver sérieusement, s'occuper de leurs familles qui sont ici, tout comme à travers le pays, parce que ça c'est un signal fort pour ceux qui sont au front, et ils ont accepté de mourir, de sacrifier leur vie pour garantir l'intégrité de notre territoire. Et donc, je lance ici un appel solennel à tout Congolais, même à Martin Fayoulou, de mettre de côté cette obsession de gérer ou de la vérité des urnes et regarder ce qui est de plus important pour nous, et c'est l'intégrité de notre territoire qui est la République démocratique du Congo. C'est par ces propos que nous bouclons la grande tribune de ce vendredi. Mesdames et messieurs, on vous dit énormément merci, excellent week-end chez vous. Surtout, n'allez pas dans les bruits. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai.
En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.